Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, je vous parle d'une destination, Andorre. Alors, Andorre, c'est tout petit, mais ça attire une population de dirigeants d'entreprises et de retraités français qui aiment bien le climat montagneux et neigeux en hiver. Et c'est en Europe une destination fiscale particulièrement intéressante. Et donc, c'est ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, de ce point de vue-là. Donc, lorsque on s'intéresse à Andorre, la première question, et c'est toujours la même concernant une destination, est de se dire comment je vais pouvoir analyser la notion de résidence fiscale. Vous êtes aujourd'hui résident fiscal français et vous projetez d'aller vivre à Andorre ou même une autre destination. Le process doit être toujours le même. C'est celui d'aller analyser la notion de la résidence fiscale. Quels sont les critères définis par la convention fiscale pour que vous puissiez devenir résident fiscal d'Andorre sans que la France puisse vous le contester. Parce que, je rappelle, élément essentiel, ce n'est pas parce que vous vivez dans un pays, même plus de 6 mois par an, que vous êtes obligatoirement résident fiscal de ce pays. Alors, dans la convention fiscale qui a été signée avec Andorre le 2 avril 2013, il faut se référer à l'article 4, qui est plutôt classique et conforme à ce qu'on retrouve dans les conventions type OCDE. C'est-à-dire qu'on va avoir le critère du foyer d'habitation permanent, puis celui des liens personnels et économiques, autrement dit le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel et celui de la nationalité. Alors, pourquoi je vous parle de la Convention? Parce que en droit français, on a l'article 4b du Code général des impôts qui régit la résidence fiscale. À partir du moment où nous allons nous retrouver avec un traité, le traité a une force au niveau de la hiérarchie juridique supérieure à la loi, on va aller appliquer la Convention. Donc, on doit d'abord répondre aux conditions de la Convention. Vous le voyez tout à l'heure en commençant, je vous expliquais, c'est pas parce qu'on réside longtemps dans un pays qu'on est obligatoirement résident. C'est le troisième critère ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ces critères euh, alternatifs et successifs de part et d'autre, on va dire des Pyrénées, hein, à Andorre et en France pour voir si la condition est respectée. Premier critère que l'on va regarder, c'est un foyer d'habitation permanent. Donc, faculté de disposer d'un foyer d'habitation, vous pouvez y vivre. Vous avez une résidence principale actuellement, vous décidez de la vendre et vous n'avez pas d'autres biens. En allant à Andorre, vous aurez uniquement un foyer d'habitation permanent à Andorre. Il faut bien comprendre que ce foyer d'habitation n'est pas lié à l'utilisation, au fait d'être propriétaire ou locataire. C'est le fait de pouvoir y habiter. Donc, quelle que soit la notion juridique qui vous lie à ce bien immobilier, vous pouvez être hébergé gratuitement, ça peut être une résidence principale que vous avez achetée, je dirais peu importe. Donc, sur la notion de foyer d'habitation, attention, si vous vendez votre résidence principale, mais vous conservez en France votre résidence secondaire, elle sera considérée comme un foyer d'habitation permanent. Ce qui signifie souvent dans notre analyse, c'est de dire, on va distinguer les clients qui vont vendre tous les foyers d'habitation permanents qu'ils possèdent en France, et à ce moment-là, on n'aura plus de sujet juridique sur la résidence fiscale. Soit ils souhaitent en conserver, et on va aller sur le deuxième critère, qui est pour moi le critère essentiel, celui des liens personnels et économiques, le centre des intérêts vitaux. Alors ça s'analyse au niveau de plusieurs éléments d'un faisceau d'indices. Euh, où vit votre famille habituellement, et plus vous avez des enfants en bas âge, plus ça sera lié à la scolarisation de vos enfants. Ça va être lié aussi euh, à l'activité professionnelle. Vous êtes dirigeant d'entreprise ou vous avez des sources de revenus importantes en France. Donc, on va aller regarder tout ça. Quand on regarde l'évolution de la jurisprudence, on va d'abord regarder les revenus de source française
et les autres revenus hors France pour les comparer. Et après, on regardera le patrimoine. C'est vraiment et avant tout des éléments liés aux revenus. Si des deux côtés, vous avez pas pu déterminer le centre des intérêts vitaux, alors c'est plutôt le cas si vous n'avez pas de revenus de part et d'autre, hein. Parce que dès que vous allez avoir des revenus, c'est une analyse plutôt mathématique. On va aller voir le séjour de façon habituelle. Donc, vous voyez, il intervient vraiment très tard dans les critères, puis la nationalité, mais honnêtement, on voit jamais ce critère. Donc, le fait d'aller vivre à Andorre, c'est avant tout conservation ou pas d'un foyer d'habitation en France et l'analyse du centre des intérêts vitaux. Autre critère extrêmement important à Andorre, et on voit les difficultés qu'ont nos clients, c'est l'inscription dans le registre de résidents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour résider à Andorre, il faut une autorisation, comme l'équivalent d'un visa, hein. Et le délai d'instruction est de 3 à 4 mois, et c'est plutôt compliqué de l'obtenir, ils sont extrêmement sélectifs. Donc il faut le savoir, c'est pas parce que vous souhaitez aller vivre en Andorre qu'obligatoirement vous pourrez y aller et que vous aurez l'autorisation d'y vivre. Une fois qu'on a dit ça, bah, il nous reste à regarder quelle est la fiscalité à Andorre. Alors, on a une fiscalité, alors comparée à la France, hein, je rappelle toujours qu'en France, on a un impôt sur le revenu qui est proportionnellement plus intéressant que ce qui se fait à l'étranger, et notamment dans les autres pays d'Europe. Pour autant, euh, on a quand même un impôt qui monte jusqu'à 45% avec une contribution sur le revenu. Et puis, on devrait avoir dans la nouvelle mouture de la loi de finances, si elle est votée un jour, une contribution exceptionnelle sur les revenus, en attendant peut-être un autre impôt ou des tranches supérieures. Ce qui est important de regarder à Andorre, c'est la cohérence de l'imposition ou de la non-imposition. On a un impôt sur le revenu très bas, à 10%, avec un système d'exonération totale jusqu'à 24 000 euros, puis un taux réduit jusqu'à 40 000 euros. C'est pour cela que je vous expliquais tout à l'heure que ça attire un certain nombre de retraités. Mais ça attire aussi un certain nombre de dirigeants d'entreprise parce qu'on a un IS beaucoup plus bas qu'en France. Je vous rappelle qu'il est de 25%. En France, à Andorre, il est 10% et de 2% lorsqu'on a des activités uniquement internationales. Pas d'imposition sur le patrimoine, pas d'imposition sur les successions et une taxe, l'équivalent de la TVA qui est à 4,5% ou 1% sur certains biens, on va dire des denrées alimentaires, principalement. Enfin, et ça c'est lié au mécanisme entre la France et Andorre, on a une imposition sur les dividendes de source française de 12,8%, qui est plutôt classique, hein. Le taux conventionnel est 15%, et aujourd'hui avec la flat tax, ça donne 12,8%. Il n'est pas sûr que ce taux survive à 2024, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, une fiscalité extrêmement intéressante, principalement à l'impôt sur le revenu, l'imposition sur le patrimoine sur les successions, il faut toujours faire attention parce que vous pouvez avoir des problématiques différentes. Et on va le voir ici lorsqu'on regarde les incidences de la sortie de France. Lorsqu'on va sortir de France, on va avoir une spécificité sur Andorre, c'est-à-dire que on va avoir le sujet de la vente de la résidence principale. Euh, Andorre n'ayant pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, le jour où vous posez le pied et vous devenez résident fiscal d'Andorre, vous perdez pour votre résidence principale le droit de bénéficier de l'exonération de l'abattement résidence principale. Donc, c'est quelque chose qui se calcule et souvent on recule la date du départ pour pouvoir vendre le bien immobilier. Maintenant, c'est pas parce que vous vivez en Andorre et qu'il n'y a pas d'impôt sur le patrimoine que vous n'en aurez plus en France. Si vous conservez des biens immobiliers en France, détenus directement, par exemple,
une ancienne résidence principale, un- une ancienne, une résidence secondaire ou indirectement des parts de sociétés civiles immobilières, vous allez avoir une imposition liée à la détention de ces biens. Premièrement, à l'impôt sur la fortune immobilière, à la taxe d'habitation parce que n'ayant plus d'abattement résidence principale, vos biens détenus en direct donneront lieu à une taxe d'habitation. Et aussi parce que dans l'IFI, on va non seulement rentrer votre résidence principale, mais également vos autres biens situés en France. Donc, ne pas avoir d'impôt sur le patrimoine, euh, c'est intéressant à Andorre, mais si votre patrimoine est essentiellement immobilier, vous ne verrez pas la différence. Sachant en plus que si votre ancienne résidence principale, vous la conservez en France, vous perdrez l'abattement de 30%. Concernant l'exit tax, on a deux sujets. C'est qu'il faut vraiment faire attention et regarder comment va être le mécanisme. Alors, il y a une petite erreur dans la présentation, on n'est pas sur un mécanisme où on déclare en même temps que la déclaration d'impôt sur le revenu de départ de France, mais 90 jours avant de partir. C'est lié au fait que euh, Andorre n'a pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement. Donc il faut faire attention à l'exit tax. Attention, ça bouge pas mal en ce moment dans les textes, mais aussi dans les pratiques. Euh, L'exit tax n'est pas un impôt immédiat exigible. Il est juste lié au fait que vous vendez à un moment T des parts de société alors que vous les aviez acquises étant résident fiscal français. Donc là, c'est intéressant de regarder quelle va être la durée de l'exit tax. Je vous rappelle que à, à l'heure actuelle, on est sur un délai de 2 ans ou 5 ans en fonction du montant de l'exit tax, 2,5 millions. On risque de passer à 15 ans avec la nouvelle loi de finances. Ce sera donc plus compliqué de décrocher. Mais il y a d'autres régimes et de situations applicables, notamment des apports à des sociétés holding d'Andorre qui permettent de faire des mécanismes intéressants. La retraite, ben, la retraite et la sécurité sociale. Deux points qui sont intéressants au niveau de la sécurité sociale. Un non-résident n'a pas le droit à la sécurité sociale. Pour pouvoir en bénéficier, il va devoir soit être retraité, bah, et à ce moment-là, il aurait dû cotiser au moins 15 ans, ce qui est généralement le cas. Et là, automatiquement, il va bénéficier d'un régime particulier. Une caisse de retraite a été créée pour les non-résidents en 2019, c'est la CNAREF. Soit il n'est pas retraité, et dans ce cas-là, même s'il a des revenus de source française, il n'aura pas le droit à la sécurité sociale française. Alors, Andorre étant proche de la France, il faut quand même faire très attention, parce que le fait de se faire soigner en permanence en France peut être un indice de résidence fiscale. Donc, donc on recommande de faire attention, mais si vous voulez bénéficier de la sécurité sociale française, il va falloir aller cotiser à la CFE, Caisse des Français de l'étranger, qui va vous permettre d'obtenir des remboursements sécurité sociale. Au niveau des retraités, lorsque vous partez, vous avez un sujet, celui du prélèvement à la source. Il faut savoir que le retraité, lorsqu'il part en Andorre, il n'a plus d'imposition de source française sur les retraites. Mais depuis le passage au prélèvement à la source, ce sont les caisses de retraite qui, recevant l'information d'un taux par l'administration fiscale, vont vous prélever ou pas vous prélever. Donc, lorsque vous décidez de partir, par exemple, aujourd'hui, 22 novembre, à Andorre, vos caisses de retraite, pour arrêter les prélèvements à la source, il va falloir leur écrire, leur démontrer et justifier votre qualité de non-résident pour qu'elles cessent le prélèvement à la source. Et une fois que cela aura été fait, déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale pour obtenir un remboursement. Euh, les caisses de retraite pour arrêter, quand on est un couple, ça va mettre entre 3 et 6 mois. Et le remboursement, c'est encore 3 et 6 mois en plus de la part de l'administration fiscale. Alors, c'est lié à une raison toute simple, c'est que
euh, si vous avez vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans en France, lorsque vous partez, vous avez encore beaucoup d'attaches. Vous avez potentiellement des retraites que vous allez toucher, on vient d'en parler. Vous avez un patrimoine immobilier, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi avoir des placements financiers du type plan d'épargne d'entreprise, PEA, on en voit beaucoup, nous. Et on va voir comment on va les détacher de la résidence fiscale française. Donc, c'est pas si simple de partir. Et c'est bien de connaître parfaitement la fiscalité du pays dans lequel vous partez. Il faut aussi connaître la fiscalité du pays euh, que vous quittez et en qualité de non-résident. Les règles sont totalement différentes. Et je prends l'exemple de l'immobilier. Lorsque vous détenez de l'immobilier, que ce soit du revenu foncier ou du revenu meublé, donc ce qu'on appelle du LMNP, hein, du bénéfice industriel et commercial, vous allez avoir la même situation. Vous êtes taxé dès le premier euro de bénéfice à 20% plus les contributions sociales de 17,2%. Donc, ce que vous avez peut-être évité de payer avec les retraites va être compensé largement par une surimposition de l'immobilier. Donc, il faut faire très attention. Dernier élément, lorsqu'on part, on prévient l'administration fiscale et on remplit une déclaration spéciale au titre de l'année de départ de France. Donc, vous partez le 22 novembre 24. En mai 2025, au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous allez faire deux déclarations en coupant par rapport à la date du 22 novembre. Avant, vous aurez une 2042 classique. Après, vous aurez une 2042 NR comme non résident. Et ça vous permettra de bien pouvoir informer l'administration de votre départ de France et que votre dossier soit transféré au centre des non-résidents. Donc, en synthèse, on a une destination qui a une fiscalité plutôt très intéressante pour les retraités, pour les chefs d'entreprise. Euh, il faut faire attention parce qu'on a quand même beaucoup de jurisprudence. C'est proche de la France, hein, par définition. Donc, il faut faire attention à la requalification ou à la fausse résidence fiscale. C'est une destination qui a signé une convention avec la France. Donc, on évite d'être taxé deux fois lorsqu'on a encore du patrimoine, des revenus en France. Et puis, n'oubliez pas, derrière, élément essentiel, réfléchir à votre projet avant de partir, anticiper les incidences en France et en dehors. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.